Bonjour, tout d'abord je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui et d'avoir dû enregistrer ma présentation. Donc je vais vous parler de l'agentivité des animaux et de la façon dont cette agentivité peut s'exercer dans les milieux d'élevage et en particulier quelles sont les nouvelles possibilités offertes par les technologies. Avant de commencer, une petite question. Pour la cantine, êtes-vous plutôt menu ou self-service? Je ne vois pas l'auditoire, mais je vais demander que ceux qui préfèrent avoir un menu fixé lèvent la main. Voilà. Et ceux qui préfèrent avoir finalement les mêmes choses mais en self-service lèvent la main. Donc, je suppose que une majorité d'entre vous préfèrent avoir accès donc à un self-service. En quelque sorte, vous préférez exercer votre agentivité. Une deuxième question pour vous. Connaissez-vous le secret du cornac? Ou autrement dit, pourquoi l'éléphant reste-t-il attaché par cette toute petite corde alors qu'il suffirait qu'il tire un petit peu avec sa patte pour pouvoir s'échapper? Bon, ben là, comme tout à l'heure, je ne vais pas attendre votre réponse. Vous aurez la réponse à la fin de l'exposé. Donc, avant de parler d'agentivité, nous allons faire un petit détour sur la notion d'engagement, la notion de bien-être. Donc, le bien-être, il existe plein de définitions. Moi, j'aime bien les définitions simples. Donc, je prends celle-ci de Marc Bracker. C'est la qualité de vie telle qu'elle est perçue par l'animal. Donc, le bien-être est atteint si l'animal peut satisfaire ses besoins et ses désirs, et si l'environnement est stimulant, c'est-à-dire qu'il est enrichissant. Donc il y a deux possibilités pour satisfaire les besoins et les désirs des animaux. Soit on fournit à l'animal tout ce dont il a besoin, ce qu'il désire, avec un risque, c'est que l'animal s'ennuie. Deuxième possibilité, on laisse l'animal agir sur son environnement pour satisfaire ses besoins et ses désirs, pour qu'il trouve lui-même la façon de satisfaire ses besoins et ses désirs. Donc là, on a un engagement de l'animal dans son environnement. Et en plus de respecter les besoins et les désirs, on va enrichir la vie de l'animal. Et il s'avère que les animaux sont intéressés par cette deuxième alternative. Donc, revenons sur le concept d'agentivité, que je n'ai toujours pas défini. Donc, l'agentivité, c'est l'engagement avec l'environnement, c'est le degré d'engagement avec l'environnement. Donc, un premier niveau d'engagement, c'est le choix, le fait de pouvoir choisir entre plusieurs alternatives. C'est la question du self-service qui, en général, intéresse plus que le menu fixe, puisqu'on peut choisir entre plusieurs alternatives. Le deuxième moyen de s'engager avec son environnement, c'est le contrôle, c'est-à-dire la capacité à prédire ou produire un résultat désiré dans une certaine situation. Donc, je sais que si je fais telle action, alors il se passera telle chose. Par exemple, je sais que si je règle le thermostat de la pièce dans laquelle je suis, je vais pouvoir contrôler la température de la pièce. Un troisième niveau d'engagement, c'est le défi, le challenge. Donc, c'est être face à une situation qui nécessite des capacités et une attention soutenue pour atteindre un but. C'est la résolution de problèmes. Je suis face à un problème et je trouve les moyens de le résoudre. Enfin, le dernier niveau, donc, c'est celui d'agentivité, c'est la capacité à s'engager consciemment dans une activité orientée vers un but. C'est je décide de ma propre vie. Ça, c'est donc le niveau le plus élevé d'engagement. Alors, on peut considérer que l'agentivité, c'est seulement le quatrième niveau d'engagement, ou qu'en fait, ces différents niveaux correspondent à des degrés d'agentivité, c'est-à-dire des situations donc, qui sont de plus en plus stimulantes et qui vont donc me permettre
d'acquérir des compétences que je vais pouvoir utiliser ultérieurement. Alors, nous allons voir donc ces 4 niveaux d'engagement et nous allons nous poser la question de savoir si les animaux sont vraiment intéressés par ces différents niveaux d'engagement. Premièrement, le choix. Ici, j'ai pris une expérimentation donc, sur des singes capucins qui doivent réaliser des exercices différents et à chaque fois qu'ils réussissent, ils reçoivent un granulé. Donc il y a plusieurs exercices. Il y a soit suivre un objet mouvant, hein, par exemple le rond bleu là, que les animaux doivent pouvoir suivre avec le doigt sur l'écran. Il y a ce qu'on appelle la discrimination, donc savoir distinguer deux formes avec deux couleurs éventuellement différentes. L'appariement, savoir donc apparier correctement deux objets qui se ressemblent, donc là il n'y en a pas sur l'écran. Et l'appariement différé, c'est la même chose, sauf que on va présenter d'abord un objet, l'objet va s'éteindre et ensuite on présente deux objets, donc le même et un autre. Donc c'est l'appariement différé. Et le singe peut choisir entre faire les exercices dans l'ordre qu'il le souhaite ou faire les exercices dans un ordre prédéfini, au hasard. Et on s'aperçoit qu'en fait, les singes choisissent l'option 1, donc faire les exercices dans l'ordre qu'ils choisissent, dans 65% des essais. Donc les singes, on va dire, préfèrent, ils choisissent de choisir. Voilà. Alors, la notion de contrôle. Ici, je reprends donc une expérimentation qui a été réalisée donc, dans les années 2000 sur des agnelles. Donc on avait deux agnelles côte à côte. Donc l'agnelle contrôle en vert, ici, peut donc passer son nez dans la lucarne à droite pour déclencher la distribution d'une certaine quantité de granulés. Et l'agnelle de gauche, jumelée, donc en orange, reçoit au même moment la même quantité de granulés que l'agnelle de droite, mais elle n'a pas contrôlé, c'est l'agnelle de droite qui a contrôlé. Et on s'aperçoit donc que les agnelles contrôle sont moins stressées par la situation que les agnelles jumelées. Donc leur fréquence cardiaque est moins élevée, elles cherchent moins à sortir de la pièce et la latence d'ingestion est plus courte. Ces signes sont interprétés comme une excitation liée à la réussite de la tâche. On parle aussi d'instant eureka. J'ai trouvé, j'ai réussi, chouette alors. Quatrième niveau, donc l'agentivité, on va dire pure et dure, donc le fait que l'animal décide lui-même de ce qu'il fait. Donc ici, vous avez des chevaux qui sont soumis à une activité physique qui est libre ou forcée. Donc ils ont le choix entre rester en stall ou courir sur un tapis roulant, ou bien entre rester en stall et sortir dans un paddock où ils vont gambader. Et en fait, quand on lui donne le premier choix, entre la stalle et courir sur un tapis roulant, le cheval reste en stalle, et quand on lui donne la possibilité de sortir dans un paddock, il choisit le paddock. Voilà. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que les conditions d'élevage permettent à l'animal d'agir? Qu'en est-il de l'expression de cette agitivité, de cette expression de l'engagement envers l'environnement chez un animal dans des conditions d'élevage? Si on prend l'exemple des vaches à la tâche qui reçoivent une ration complète mélangée comme sur la photo, eh bien, les possibilités d'action sont quand même minimes. Qu'est-ce que peut faire la vache? Manger, se coucher, regarder les voisines ou regarder ce qui se passe dans l'allée. Ce qu'elles font certainement, j'imagine qu'elles regardent le photographe. Donc il y a une faible agentivité. Si on prend une vache dans des conditions de sylvopastoralisme, comme sur la photo, où la vache donc, a le choix entre de l'herbe, des plantes arbustives et voire des arbres, manger des feuilles pour son alimentation, bien, on voit que la vache donc, a quand même beaucoup plus de possibilités. Elle peut se déplacer pour trouver son aliment. Hein, elle a pas, voilà, on ne lui donne pas tout cuit devant elle. Elle peut choisir son aliment.
manger l'herbe versus des plantes arbusives, se mettre à l'abri sous les arbres quand il fait mauvais, interagir avec ses congénères, etc. Une autre image, là où on la voit justement interagir avec ses congénères. Donc l'agentivité, elle est élevée, l'animal est vraiment acteur dans son environnement, et elle est aussi nécessaire. Parce que si l'animal n'exerce pas son agentivité, il ne va pas trouver son alimentation, il ne va pas trouver les zones d'abri, là où c'est confortable de se coucher, etc. Alors, je fais un petit encart sur les interactions avec l'homme. Si l'animal est à l'extérieur, comme sur la photo ici, il peut choisir soit de s'approcher de l'homme, hein, soit le fuir. Bon, là, on a fait un peu une photomontage. Hein. La vache commençait à marcher avant que je lève mon bâton. Ou encore ne rien faire, hein, comme cette vache. Voilà. Donc, c'est un peu elle qui choisit quand même ce qu'elle fait, à condition qu'elle soit libre de ses mouvements, bien sûr. Alors, maintenant, venons-en à la question du jour, technologie et agentivité. Ici, j'ai pris technologie dans le sens ce qui est apporté par l'homme. Donc, ça peut être très variable, ce n'est pas que les nouvelles technologies. Donc, on a des technologies qui sollicitent l'agentivité de l'animal. Si je prends l'exemple d'une stabulation libre, donc la vache ici a quand même pas mal de possibilités d'action. Elle peut ou elle doit même se déplacer entre les aires fonctionnelles, entre l'aire d'alimentation en haut à droite, l'aire de repos au milieu avec les logettes, les allées, etc. Elle doit aussi se déplacer pour aller à la salle de traite. Donc, elle doit quand même se débrouiller d'une certaine manière pour trouver comment fonctionnent les tables et l'utiliser au mieux. Quand elle est devant les logettes, elle a le choix entre plusieurs logettes, si elles ne sont pas toutes prises déjà, bien sûr. Et donc, elle va aussi organiser son budget temps. C'est elle qui va décider combien de temps elle mange, combien de temps elle se repose, bien entendu en fonction de son état physiologique. Alors, il y a bien sûr des limites. La vache ne sort pas du parc. Le choix de la zone de couchage est limité, surtout pour les vaches dominées. Et s'il y a juste une logette par vache, parfois il y a même moins de logettes que de vaches d'ailleurs. Et on pourrait penser aussi que la vache, elle pourrait se rebeller. Elle pourrait sortir du parc hein, si elle le souhaite. Elle peut très bien sauter les barrières. Donc d'une certaine manière, elle décide quand même de rester dans ce parc. Elle y trouve un certain avantage. Alors, une autre technologie qui sollicite l'agentivité de l'animal, ce sont les distributeurs automatiques d'aliments. Donc ici, vous avez l'exemple d'une vache donc, qui reçoit le foin ad libitum et du concentré par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de concentré, d'un DAC. Donc quelles sont ses possibilités d'action? Elle a le choix entre deux aliments, hein, plus ou moins, hein, puisque quand même le concentré va être en quantité limitée dans la journée. Elle peut décider elle-même quand est-ce qu'elle va manger le foin et quand elle va manger le concentré. Et également, donc, ces dispositifs vont demander à l'animal d'être acteur, vont solliciter son agentivité, puisque l'animal doit apprendre à se servir du DAC, c'est-à-dire se séparer des autres vaches, entrer dans la zone du DAC, mettre son nez là où il faut, etc. Donc il y a un niveau de choix, hein, choix entre deux aliments, un contrôle, c'est elle qui décide quand est-ce qu'elle va manger, et puis un peu de défi, de challenge, de résolution de problème, puisqu'elle doit apprendre à se servir du DAC. Mais bon, ces éléments sont quand même relativement limités, car pour couvrir ses besoins, la vache doit forcément manger des deux aliments, et le défi posé par le DAC est quand même un petit peu facile. Enfin, une technologie qui sollicite l'agentivité de l'animal, c'est les dispositifs de traite au robot. Donc là encore, quelles sont les possibilités d'action de l'animal? Donc la vache décide quand elle se fait traire, enfin plus ou moins, hein, puisque en général, si elle veut passer de l'aire de repos à l'aire d'alimentation, elle doit passer par le robot, mais elle a quand même un certain libre arbitre dans son environnement.
et également des défis, des choses à apprendre, à réaliser. Donc, elle doit apprendre le circuit de l'étable, entre aire de robot et aire d'alimentation. Donc, il y a un niveau de contrôle et un niveau de défi. Enfin, une fois que le défi est résolu, donc il y a contrôle. Mais le contrôle est quand même limité car elle doit passer par le robot pour passer d'une aire à l'autre. À noter que dans ces dispositifs, lorsqu'il y a une traite au robot, les agressions sont souvent moins fréquentes entre vaches Holstein traite au robot, que entre vaches Holstein traite en salle de traite. Dans les exemples précédents, nous avons vu que des technologies sont possibles parce qu'elles utilisent la capacité à l'animal d'interagir avec son environnement. Elles utilisent l'agentivité de l'animal. Sans agentivité, ce ne serait pas possible d'avoir un DAC ou un robot de traite. Et ces dispositifs, donc, en retour, vont offrir des possibilités d'expression de cette agentivité. Donc, il y a les deux côtés qui sont importants. Ici, on va voir que, en fait, des technologies peuvent être aussi utilisées dans un environnement naturel qui va permettre à l'animal d'exprimer son agentivité, et les technologies sont utilisées pour aider l'éleveur à gérer son élevage dans ces environnements complexes. Ça peut être retrouver des animaux sur un parcours. Ici, j'ai pris une photo donc, au Portugal, dans un parc national donc au nord du Portugal. Et ce sont des vaches marronesa, donc une race locale, qui vont pâturer dans la montagne. Et donc tout le matin, l'éleveur les libère dans la montagne et grâce à des colliers GPS, peut retrouver où sont ces animaux dans la journée. Donc en fait, il a repéré quelles étaient les vaches meneuses, donc il y en avait 2 dans ce troupeau. Il a mis 2 GPS, donc une sur chaque vache meneuse, et donc ainsi peut retrouver à tout moment son troupeau. Un autre exemple, donc sur des brebis sur parcours, donc sur les plateaux du Larzac. Et donc la difficulté dans ces milieux-là, c'est de gérer la reproduction, et donc de savoir quelle brebis a été saillie par quel taureau, laquelle est pleine, laquelle est en chaleur, enfin, etc. Voilà. Donc là c'est les équipes de INRAE de Montpellier, donc, qui ont développé donc, un capteur. En fait, des béliers donc, sont équipés d'un capteur RFID et qui se déclenche quand il chevauche une brebis. Et donc, l'éleveur sait quelle brebis est en chaleur. Donc, si on utilise un bélier vasectomisé, après, on peut, donc la brebis ne sera pas saillie, on peut utiliser un système de tri automatisé, donc là encore une autre technologie, pour séparer la brebis et l'inséminer ou la faire saillir par le taureau de son choix. Voilà. Donc en conclusion, quelles sont les nouvelles possibilités ouvertes par les technologies pour rendre l'animal agent dans son environnement? Donc, à partir du moment où l'animal est libre de ses mouvements, donc stabilisation libre avec faible densité ou extérieure, l'animal a le choix entre plusieurs options, par exemple entre plusieurs aliments, entre plusieurs zones de couchage. L'environnement nécessite des apprentissages, se servir d'un dispositif, sélectionner les plantes nutritives, comprendre le comportement humain, tout ça demande des apprentissages. Ça représente des défis pour l'animal. Si l'animal doit se débrouiller, c'est-à-dire trouver son aliment, une aire de couchage, un abri, éviter un événement désagréable, alors on utilise l'agentivité des animaux. Et en retour, les animaux peuvent gagner en agentivité, c'est-à-dire qu'ils peuvent acquérir des compétences qu'ils pourront utiliser plus tard. On sait par exemple que si un animal a été soumis à des challenges dans le jeune âge, il va être plus à même de trouver des solutions, de résoudre des challenges par la suite. Donc le degré d'agentivité varie selon les possibilités offertes par l'environnement. Alors
complètement à gauche, l'environnement minimal, qui offre un minimum d'agentivité, c'est l'animal à la tâche, bien entendu. En stabulation libre, donc on a un peu plus d'agentivité. Et puis, on peut utiliser donner à l'animal des choix dans son environnement, choix entre plusieurs aliments, par exemple, et utiliser des technologies qui nécessitent une action de l'animal, qui nécessitent que l'animal soit agent dans son environnement, comme le DAC, comme le robot de traite. À l'extérieur, l'agentivité est en général plus élevée puisque l'environnement est moins monotone, donc l'animal peut faire des choix et doit être acteur pour trouver son aliment, pour trouver le point d'eau, etc. Donc l'environnement peut être très simple, comme un pâturage au fil, où là, l'agentivité va pas être très élevée, l'animal peut pas faire grand-chose, c'est un peu comme s'il était nourri à l'auge, et l'auge avance petit à petit pour qu'il trouve son aliment. Et on peut, au contraire, avoir des environnements très complexes, comme les environnements de sylvopastoralisme, où là, en fait, l'animal a beaucoup plus de possibilités d'exercer son agentivité, et des technologies peuvent aider à gérer ces milieux, les animaux dans de tels milieux. Donc, deux façons d'utiliser les technologies pour faciliter l'agentivité, soit à l'intérieur, en sollicitant l'agentivité des animaux pour qu'ils trouvent les différents éléments importants de son environnement, soit à l'extérieur pour gérer les animaux dans des environnements qui permettent un haut niveau d'agentivité. Alors, je reviens sur l'éléphant de tout à l'heure. Donc, pourquoi cet éléphant reste-t-il accroché par une toute petite corde? Alors, la première réponse, c'est parce qu'il a été attaché quand il était petit et il a compris qu'il ne pouvait pas rompre sa corde. Donc ça, c'est un petit peu ce que les cornacs disent. Et puis, la réponse B, peut-être que cet éléphant, il coopère. En fait, c'est lui qui décide de rester attaché au bout de cette petite corde. Et donc là, il est complètement acteur dans son environnement. Mon exposé avait pour but d'élargir la façon dont on voit les animaux. Donc, avec Descartes, par exemple, il était clair que l'animal était un objet. On pouvait lui faire n'importe quoi, de toute façon, il ne ressentait rien. Et puis, fin 19e, on s'est aperçu que l'animal, c'était pas seulement un objet, il pouvait aussi réagir à son environnement. Donc, avec la question du bien-être animal, donc la question du ressenti de l'animal, il est clair que l'animal est devenu un sujet à part entière. Et maintenant, on s'aperçoit que non seulement l'animal est un sujet, il peut ressentir des choses, mais il est aussi acteur dans son environnement. Voilà. Et c'est toute la question de l'agentivité et des possibilités qu'on donne à l'animal d'être actif dans son environnement qui maintenant est devenue une question cruciale en matière de bien-être des animaux. Voilà. Sur ces mots, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Isabelle pour cet exposé très, très enrichissant aussi et qui effectivement nous fait réfléchir aussi d'une manière intéressante à la complémentarité entre ces technologies et le comportement animal, quoi. Je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, il nous reste une petite dizaine de minutes pour répondre à quelques questions ou peut-être pour élargir le sujet avec nos intervenants. Je pensais profiter justement de la question qui était encore dans le chat, posée autour finalement des questions éthiques sur l'implantation des capteurs et sur les animaux. Est-ce que il y a donc cette question s'adressait effectivement à Raphaël au début. Est-ce qu'un groupe de travail s'est penché sur ces questions éthiques et si les autres intervenants peuvent aussi participer à Oui. cette réponse. Raphaël? Oui, alors concernant l'éthique, en fait, il y a deux éléments de réponse. En fait, avec les collègues de l'association dont je fais partie, VetIntech, on avait produit effectivement un rapport sur les questions éthiques liées aux objets connectés, quelles que soient les espèces animales, mais dont les animaux d'élevage. Et d'ailleurs, ce rapport-là, il avait été utilisé par l'Ordre des vétérinaires, qui en fait a
a lancé il y a maintenant 4 ans un comité d'éthique, santé animale environnement, qui est présidé par Louis Schweitzer et qui a rendu un avis, je vais essayer de le retrouver, puis je mettrai le lien dans le chat, un avis justement sur l'éthique liée à ces objets connectés, les données, etc., avec plusieurs recommandations. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a aucune qui a été suivie de faits ou d'actions, mais en tout cas, oui, il y a plusieurs personnes qui s'y mettent. Et pour information, il y a également certaines startups qui développent des outils qui, dès le départ, mettent en place un comité d'éthique au sein de leur structure avec des personnes complètement indépendantes de leur structure, bien évidemment, pour à la fois avoir des discussions sur à la fois l'éthique des algorithmes, qui est extrêmement importante, et puis même l'éthique de ces outils euh, par eux-mêmes, quoi. Donc, je pense que c'est des notions sans doute qui deviennent plus prégnantes, mais qui méritent sans doute d'être plus standardisées. Ouais. Mais je vais vous mettre le lien du rapport dans le chat. Avec plaisir. Autre remarque peut-être sur le même sujet? Non, il y a autre question ou du coup après bon, globalement il y a la question dont vous avez un peu tous parlé et je pense que c'est qu'on a juste effleuré finalement c'est aussi finalement le coût de ces technologies et comment comment elles peuvent s'utiliser dans les élevages aujourd'hui, en fait, quel est leur degré d'utilisation de ces technologies dans les élevages aujourd'hui. Bon, ça va faire partie justement clairement du troisième volet de cette série de conférences, hein, de travailler plus sur justement les notions d'impact économique, d'impact social, sociétal aussi, y compris pour l'éleveur de ces technologies. Mais si vous avez déjà un petit commentaire à faire là-dessus pour donner envie d'ailleurs peut-être d'assister au prochain opus de ces journées, la parole est aux intervenants. Michel ou... Oui, bah, du coup, non, globalement, moi, je ne l'ai pas trop abordé puis c'était pas l'objet directement, mais non, en gros, on est aujourd'hui, et c'est ce qu'a dit un peu Pauline dans sa vidéo, on est quand même aujourd'hui encore beaucoup, en tout cas, l'élevage porcin, sur des preuves de concept ou sur des développements plutôt expérimentaux. Donc, bah, de toute façon, ça démarre toujours par là avant d'être sur le terrain. Et il y a aujourd'hui encore pas mal de freins, et ça rejoint un peu la question qu'il y avait là, hein. Moi, j'avais mis dans les freins, il y a la question éthique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à laisser des automates, entre guillemets, piloter en partie les animaux? Enfin, c'est eux qui seront au contact des animaux, même s'il y a un éleveur derrière qui prend les décisions. Donc, il y a ça. Il y a la question connectivité qui est encore un vrai gros problème, hein. Ça, on a plein d'exploitations qui ne disposent pas d'un débit Internet suffisant, ou voire même qui n'ont pas Internet tout court. Et donc ça, c'est encore un des deuxièmes gros freins. Il y a un troisième énorme frein, c'est la standardisation des données. En fait, il y a très peu de choses interopérables, beaucoup d'opérateurs, et donc ça rend l'utilisation en élevage conventionnel, enfin commercial, très complexe. Et derrière, l'un des points majeurs aussi, c'est le coût. Aujourd'hui, on a des solutions, enfin, quand on va traiter des questions bien-être, par exemple, on a des solutions qui sont coûteuses et qui directement n'apportent pas de retour sur investissement pour l'éleveur. Donc après, c'est qui paye ce genre de solution. Et après, il y a d'autres solutions qui sont sur des éléments qui permettent de faire des économies, mais qui ne couvrent pas du tout dans des montants raisonnables les investissements nécessaires pour atteindre ces performances-là. Donc voilà, moi, c'est plutôt aujourd'hui, c'est plutôt l'état dans lequel on se situe. Et il y a encore un gap à franchir pour voir un peu l'ensemble de ces technologies sur le terrain, quoi. Merci. Autre Est-ce que remarque pour les autres espèces, ces approches économiques des investissements des technologies mises en place, est-ce que vous auriez des informations ou des précisions à nous donner, Estelle ou Marine peut-être? Bah,
En élevage de ruminants, je pense que les limites, elles sont un peu les mêmes que celles qu'a évoquées Michel, hein. À la différence près, en bovin, que les exploitations, il y a souvent moins d'animaux en bovin qu'en porcin ou en volaille ou même en ovin. Malgré tout, ça reste effectivement des équipements qui sont coûteux, qui ne génèrent pas forcément un retour sur investissement. Ça ne va pas aider à améliorer la paye de lait, par exemple. Donc, c'est des choix de l'éleveur de mettre en place ces dispositifs-là parce que ça permet d'améliorer le bien-être ou parce que ça répond à des convictions particulières. Euh, je trouve que ce qui manque des fois, c'est aussi d'objectiver justement ce coût par rapport à ce que ça peut apporter à l'éleveur, alors en termes de retour sur investissement, mais aussi en termes de peut-être de temps de travail, qui est pas souvent objectivé non plus. Parce que bon, des technologies comme Estelle a présenté, par exemple, ça peut faciliter le travail de l'éleveur, gagner du temps, de l'organisation, de l'équilibre avec la vie personnelle de l'éleveur, et ça, c'est pas forcément mesuré, quoi. Donc c'est une autre dimension à prendre en compte, je pense. Oui, alors, et dans l'élevage ruminant, la difficulté, c'est que aussi l'appareil doit être connecté individu par individu, hein, si ça paraît. Mais Raphaël a un petit peu évoqué ça aussi en disant on est en train de basculer aussi sur des équipements plus, on va dire, collectifs. Est-ce que c'est un moyen de limiter du coup, de limiter le coût, hein, de passer de l'individuel au collectif, au bâtiment ou à l'équipement est-ce que ça peut être un moyen de réduire le coût? Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. Oui, alors après, ça dépend comment on calcule ce coût. Je pense que les raisons pour lesquelles il y a un mouvement, c'est parce que je pense que même sociétalement, c'est sans doute plus acceptable d'avoir des équipements à l'échelle du bâtiment plutôt que sur les animaux. Des gens qui pourraient considérer qu'on les robotise ou qu'on les mécanise, pardon. Après, il y a le recours aux métaux rares aussi, hein, qui est quand même pas neutre dans beaucoup de systèmes de ces outils-là. Après, ça dépend comment on calcule le coût, quoi. Est-ce que c'est parce que du coup, il y a aussi la question des serveurs informatiques, hein, quand on part sur de la caméra, du computer vision, etc. C'est pas neutre non plus, donc là, c'est sans doute pas si Il faut simple du que ça, choix. mais sans doute pas Mm. si simple que ça. En termes de coût, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par coût. Michel? Ouais, c'est juste pour compléter sur cette question de coût. Je sais que nous, en élevage porcin, il y a des initiatives, hein, pour faire un maximum de mesures plutôt à l'abattoir, en fait, qui donnent finalement, alors on peut pas tout faire, hein, évidemment, l'alimentation de précision, ça se passe pas, enfin, ça se passe pas à l'abattoir, mais sur des évaluations bien-être ou santé, il y a des choses qui peuvent être imaginées. Et en fait, l'avantage d'un abattoir, c'est que même si on a un équipement très onéreux, on passe des centaines de milliers de porcs en fait par an, donc ramener à l'animal suivi. En fait, c'est des coûts qui sont beaucoup plus faibles. En plus, les abattoirs, c'est des entreprises industrielles. Donc, il y a Internet, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont l'habitude des automates. Enfin, et ça peut être une solution sur certains aspects. En voilà, il y a le projet OWISH, je crois, un projet européen qui est en cours, mais on n'est pas dedans. Mais je pense qu'ils font des choses un peu similaires en port. Et je trouve cette logique assez intéressante pour voir au moins sur des questions bien-être, par exemple, donc des évaluations qui peuvent se faire post-mortem, quoi, mais qui peuvent être intéressantes. Et je pense enfin, pour le coup, rentable, ou en tout cas à coût très très faible, quoi. D'accord, merci pour ces commentaires. On est arrivé au bout de notre agenda et du temps qu'on avait décidé à cette présentation. Écoutez, il me reste à remercier chaleureusement tous nos intervenants et tous les participants qui sont restés nombreux jusqu'à la fin. Donc, on va mettre en ligne effectivement ces vidéos et puis les présentations des différents intervenants pour que vous puissiez les retrouver et puis surtout effectivement pouvoir échanger aussi directement avec eux. Ils ont leurs coordonnées mail dans leur présentation. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous attend nombreux pour les prochains événements de l'AFZ. Donc, le prochain étant effectivement le webinaire prix de thèse suivi de l'Assemblée générale
Et donc, à l'automne, une journée qu'on espère sur laquelle vous viendrez nombreux pour discuter aussi de ce thème sur des innovations technologiques en élevage, mais avec un angle plus sur les impacts ce coup-ci. Voilà. Et ben écoutez, merci à tous, bonne fin de journée. Merci. Et voilà, au plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.